Alors, Aurélie, je pense que ça vient de démarrer. Oui, mais donc voilà, Voilà. on va laisser tout le monde se connecter peut-être petit à petit, mais bonjour pour donc les personnes déjà présentes, donc sur ce lundi du CEP du 14 juin, Bonjour donc à tout le monde. animé donc par Sandrine Baron-Gandhi et moi-même Aurélie Kiev. Donc voilà, on se représentera peut-être d'ici à ce que tout le monde soit arrivé. Pour l'instant, on a une quinzaine de participants, donc Ouais, une ça trentaine permet. d'annoncés, Ouais. donc on va voir. On va laisser quelques minutes un peu. J'arrive petit à petit. On se laisse raisonnablement jusqu'à 11h05. Donc on démarre. Oui, oui, peut-être un petit peu avant, je sais pas, on va voir, 16 personnes. Donc voilà, donc l'animatrice du CAP a indiqué que les questions seraient posées dans le cadre du chat et qu'on les traiterait en fin de webinaire. Comme ça permettra d'avoir plus de fluidité dans le déroulement. Bon, nous sommes à 16. Bon, on peut peut-être se dire qu'on démarre. Oui, je pense que ça bouge pas trop, ouais, on va amorcer. Donc, bienvenue dans le cadre de cette série événements, les lundis du CEP, qui, comme portent leur nom, se déroulent tous les lundis. Et dans ce cadre-là, plusieurs thématiques seront abordées autour. Alors oui, on ne s'est pas présenté, mais c'est pas grave, je ferai juste après. Autour de l'évolution professionnelle. Donc, on vous accueille aujourd'hui avec Aurélie. Donc, l'évolution professionnelle au sens large, vous pourrez consulter les différents webinaires qui ont déjà eu lieu sur le site Les Lundis du CEP. Vous avez le lien en bas à droite de cette diapo. Et dans ce cadre-là, plein de thématiques sont abordées en lien avec l'évolution professionnelle, que ce soit de l'ordre de la reconversion, de la formation, des dispositifs de financement et autres dispositifs que vous pourriez mobiliser, des projets en lien avec la création reprise d'entreprise ou toutes les thématiques autour des compétences. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visionner tout ce qui a pu déjà se dérouler, c'est fort intéressant. Et du coup, le prochain, ce sera lundi qui vient, le 21, et vous pourrez, on va vous présenter tout ce qui vient avec le fait de travailler son projet professionnel avec le réseau EVA et les outils de Pôle emploi. Voilà.
Donc, juste petite présentation puisque je l'ai zappé. Donc, je suis Sandrine Barogandi, conseillère en évolution professionnelle au sein du réseau EVA et pour l'association paritaire pour l'évolution professionnelle, la PEP en Nouvelle-Aquitaine. Aurélie. Et donc, je suis Aurélie, collègue de Sandrine Barogandi, donc aussi conseillère en évolution professionnelle au sein du réseau EVA pour la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément pour l'association paritaire pour l'évolution professionnelle. Voilà. Donc, je vous propose de poursuivre en faisant peut-être un petit point rapide sur ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, dans quel cadre peut-être vous pourriez avoir besoin de solliciter, et puis comment se déroule un petit peu l'accompagnement dans le cadre du CEP. Donc, le CEP, c'est quoi comme indiqué? C'est vraiment un temps d'accompagnement pour évoquer toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer, ou questionnement, on n'a pas obligatoirement une problématique, peut-être qu'un questionnement en lien avec votre parcours professionnel. Voilà, donc quel que soit votre projet, effectivement, vos questions, l'idée c'est que vous puissiez vous rapprocher d'un interlocuteur qu'on appellera, un peu comme le dispositif, un conseiller en évolution professionnelle, avec lequel justement vous allez pouvoir échanger autour de ces questionnements, qui va peut-être pouvoir vous éclairer, vous orienter un petit peu sur les ressources que vous pourriez mobiliser, les démarches. C'est un service qui est gratuit puisque c'est un service public. Les opérateurs qui interviennent dans le cadre du réseau EVA bénéficient d'une délégation de service public à ce titre. C'est bien entendu confidentiel, au sens où effectivement tous les échanges que nous avons, que vous aurez avec votre conseiller en évolution professionnelle, restent entre cette dernière, et vous, les employeurs, ne sont pas informés du fait que vous ayez recours au conseil en évolution professionnelle et encore moins du contenu des échanges. Donc, voilà, il faut être rassuré avec ça si certaines d'entre vous pouvaient avoir une forme d'inquiétude. Les opérateurs intervenants pour le réseau EVA vont pouvoir accueillir des personnes qui vont être actifs occupés, c'est-à-dire salariés ou indépendantes. Cela ne signifie pas que les personnes qui seront en recherche d'emploi ne pourraient pas bénéficier du conseil en évolution professionnelle, mais pour ces personnes-là, c'est ce que l'on appelle le service public de l'emploi, représenté par Pôle emploi, les Cap emploi, les missions locales, l'APEC qui intervient. Voilà. Au sein du réseau EVA, nous n'avons vocation qu'à accompagner les personnes donc salariées et indépendantes. Si en appelant la plateforme, les collègues effectivement constatent que vous relevez d'un accompagnement par le service public de l'emploi, ils vous l'indiqueront de toute façon. Voilà. Et donc, oui, c'est un accompagnement qui se veut neutre. De fait, notre rôle n'est absolument pas de porter un jugement sur votre projet, de vous donner notre avis personnel, mais vraiment, de venir vous éclairer, vous donner toutes les ressources dont vous auriez besoin pour avancer de la meilleure façon possible. Donc, il y a différents temps dans le conseil en évolution professionnelle. Le premier temps, c'est l'aiguillage. Là, vous avez les collègues à la plateforme, effectivement, qui font un petit peu un point avec vous sur quel serait votre besoin, pour s'assurer que dans le cadre du CEP, ça puisse faire sens que l'on vous oriente vers un conseiller. Ils vont aussi vérifier votre éligibilité, la fameuse éligibilité que mentionnais juste avant. Et puis alors, ensuite, ces premiers temps d'accueil, c'est ce qu'on appelle un accueil individualisé, fait par groupe. Ça peut s'organiser en plusieurs rendez-vous. Là, on essaie au maximum de s'adapter à vos contraintes aussi, si j'ose dire, en termes de déplacement, en termes de disponibilité temporelle aussi. Il faut savoir que les plages pour le conseil en évolution professionnelle se veulent les plus élargies possibles pour qu'on puisse s'adapter le plus aux contraintes professionnelles que vous pouvez avoir. Donc, voilà. Premier temps, donc, on fait plutôt un point justement sur votre situation. On échange autour du projet ou des questions qui vous ont amené à solliciter un temps avec un conseiller en évolution professionnelle. Puis on commence à essayer de réfléchir quelles ressources pourraient être mobilisables. Voilà. Deuxième temps, après on bascule plus dans ce qu'on va appeler un accompagnement personnalisé qui va consister à formaliser le projet ou à le mettre en œuvre. Donc là, on rentre, si j'ose dire, dans le vif du sujet au sens où on va s'attacher à travailler peut-être plus en profondeur les points que l'on aura pu se lister lors de notre première rencontre, où on fait surtout connaissance.
Voilà, brièvement, de toute façon, si vous êtes déjà accompagné par un collègue CEP ou si après vous souhaitez prendre un temps d'échange, le collègue ou les collègues reprendront ça avec vous dans le détail, hein. Pour prendre attache, donc avec un CEP, oui, j'allais l'oublier, donc un numéro de téléphone unique pour accéder aux conseillers donc sur la plateforme qui vous orienteront ensuite vers un opérateur, donc le 09 72 01 02 03. Sachez que vous pouvez aussi contacter la plateforme le samedi matin, encore une fois, en fonction de vos contraintes professionnelles, ça peut être plus pratique. Des fois qu'en semaine, on peut être plus disponible. On peut aussi prendre un rendez-vous via le site internet https://mon-cep.org. Voilà. Et donc, nous vous proposons de démarrer avec la thématique du jour qui sera comment valoriser son parcours dans le CV. Donc, ça rejoint exactement ce qu'on avait mis, valoriser son parcours auprès d'un employeur potentiel. Voilà, que ce soit dans le cadre des différentes démarches que l'on va voir. Et je redonne la main à ma collègue. Oui, donc le CV, hein, c'est un outil indispensable qui va vous servir dans plusieurs cas. Déjà, le premier, ça va être une recherche d'emploi, hein, que ce soit pour répondre à une offre ou pour envoyer une candidature spontanée. Bien évidemment, sans le CV, ça va être compliqué. Ça peut être aussi toujours dans cette démarche de recherche d'emploi pour mettre en mouvement votre réseau ou développer du réseau en diffusant plus largement votre CV. Donc, toujours indispensable. Ça peut également, vous pouvez également en avoir besoin dans le cadre d'un besoin de stage. Alors, le stage au sens large, soit parce que vous êtes dans une phase de formation dans le cadre d'une reconversion et que vous avez besoin de trouver une entreprise qui va vous accueillir pour la période de mise en situation en entreprise, ou bien pour vérifier, valider un projet dans le cadre d'une immersion au préalable. Donc, ce qu'on appelle la PMSNP, période de mise en situation au milieu professionnel. Donc voilà, puis ça peut être aussi pour accéder à un premier emploi. Donc le CV, outil indispensable par rapport à tout ce qui touche à votre accès à l'emploi. Donc du coup, quelques avant-propos qui vont un petit peu guider les différents points que l'on vous propose d'aborder aujourd'hui. Donc déjà, ce qu'on va voir, c'est qu'il existe plusieurs types de CV, ou du moins on peut organiser son CV de différentes façons. La question qu'on va se poser, c'est mais quand est-ce qu'on décide d'en privilégier une plutôt qu'une autre? Voilà. Ensuite, malgré des présentations différentes, on va se rendre compte que quand même on conserve des rubriques communes dans chaque CV. Donc justement, quelles sont ces rubriques communes? Est-ce qu'on peut se permettre une forme de latitude ou pas avec ces dernières? On a fait paraître ça dans l'avant-propos, la notion de mettre à jour, d'essayer d'alimenter de manière régulière le CV, on reviendra dessus, et c'est parce que ça nous paraissait essentiel. Donc on s'est dit, si à un moment donné vous devez vous échapper, il faut qu'on ait placé ça avant. Voilà. Il n'y a pas non plus de méthodologie unique pour réaliser un CV. Hein. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on n'a pas vocation à prêcher la bonne parole pour la réalisation du CV. Non, c'est vraiment vous donner des pistes, parce que nous on retire de notre expérience à force de travailler à vos côtés. Et voilà, s'il y a des pratiques, on va dire, à partager intéressantes, pas forcément des bonnes pratiques, mais voir que vous puissiez piocher à celle qui vous conviendra le plus. Donc voilà, c'est vraiment toujours une question d'adaptation au contexte. Comme vient de le préciser Sandrine, il y a X cas de figure dans lesquels on peut avoir besoin de faire un CV, fonction du cas de figure, fonction de là où on a mis son parcours, hein. On n'aura absolument pas le même CV. Donc, il faut peut-être s'autoriser cette souplesse-là. Voilà, ça peut être nécessaire. Autre chose relativement importante, il faut effectivement, et on va bien l'approfondir, qu'il y a un lien entre chacun des éléments qui va être indiqué dans votre CV et le contexte, justement. Alors, si vous postulez à une offre spécifique, donc les éléments, enfin les conditions, si j'ose dire, reprises dans le poste, il faut que ça soit tout à fait en lien avec ce que vous allez travailler dans votre CV, développer dans votre CV. Et enfin, voilà, 2 derniers points qui ont leur importance, c'est effectivement tout ce qui va avoir trait à l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation.
ça dénote effectivement là aussi de beaucoup de choses. Ce sont des marqueurs qui sont particulièrement regardés par les recruteurs et effectivement les choix graphiques que l'on peut faire aussi peuvent influencer quelque part la lecture qu'aura le recruteur de votre CV, ou du moins l'interlocuteur auquel vous allez l'adresser. Donc c'est important encore une fois de réfléchir. Voilà. Alors, comme vous disiez Aurélie, il peut y avoir différents types de CV et c'est déjà avant tout une histoire de mode. Hein. Les CV, ça évolue. Aujourd'hui, il y a une grosse mode sur le CV. Aujourd'hui, depuis quelques temps aussi, hein, une grosse mode sur les CV par compétences. Après, je dirais que le CV, c'est surtout, il faut que vous l'appropriez et que vous l'adaptiez, comme vient de le dire Aurélie, à l'offre à laquelle vous répondez ou à l'entreprise à laquelle vous allez l'envoyer. Au niveau des différents types, vous avez déjà le CV le plus classique qui est un CV par expérience, dans lequel vous allez lister les différentes entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, en expliquant ce que vous savez faire, enfin ce que vous avez développé comme compétences et les missions qu'on a pu vous confier dans chacune de ces entreprises. Et vous pouvez le présenter de façon chronologique ou antichronologique, tout dépend de l'importance d'une expérience que vous voulez mettre en valeur par rapport à une offre ou à une entreprise ciblée. Donc ça, c'est vraiment, on va vous le redire de manière récurrente dans ce webinaire, votre CV, il va vraiment falloir l'adapter toujours à l'offre visée ou à la candidature que vous voulez envoyer. Donc voilà, par expérience, c'est le plus classique. Par compétence, l'idée là, c'est surtout de recenser vos compétences, de les lister, de les mettre, de les ordonner, peut-être par bloc de compétences, par thématique, pour vraiment mettre en avant votre savoir-faire, vos savoirs. Vous aurez un petit peu vous expliquer quand même quelles ont été les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, mais vous allez surtout expliquer votre savoir-faire au travers des blocs de compétences. Voilà. Donc ça peut être utile sur des personnes qui ont peut-être pas une expérience très très longue. Pour le coup, ça peut donner l'impression d'avoir un CV un peu plus étoffé si vous valorisez davantage la partie bloc de compétences. Et enfin, un CV plus mixte. Alors là, peut-être qu'Aurélie va vous en parler parce que je sais qu'elle aime bien faire ça. Dans le cadre du CEP, elle a accompagné pas mal de personnes avec des parcours un peu atypiques où, dans ce cas-là, le CV mixte a été une bonne réponse. Donc, Aurélie, je te laisse expliquer le CV mixte. Alors, effectivement, donc là, c'est vrai qu'on vous a fait une représentation, on a un petit peu grossi les traits pour que vous compreniez bien l'idée de fond, mais bien entendu que c'est pas aussi équilibré au cordeau. Encore une fois, ça va être très variable. Non. L'idée, effectivement, les situations dans lesquelles nous avons pu recourir à ce modèle-là avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est effectivement parce que c'était des personnes en reconversion et qui avaient du mal un petit peu à faire ressortir le fil conducteur de leur parcours dans le CV, et au-delà de ça, qui ne savaient pas trop, par exemple, comment valoriser des compétences dans l'immobilier ou dans la boulangerie-pâtisserie pour partir sur des postes, par exemple, d'assistanat. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on va pouvoir extraire la substantifique moelle de tout ça et en plus le mettre en forme pour qu'en l'espace de 30 secondes, ce qui est à peu près le temps que dédie un recruteur à la lecture d'un CV, il puisse percevoir effectivement quelle a été la logique de parcours, quelles sont les compétences que la personne a pu acquérir et comment elle va être en mesure de les transposer. Bon, voilà. Et effectivement, en mixant un petit peu, d'aller chercher des compétences et d'aller chercher certaines expériences, mais en les mettant en valeur d'une certaine façon, on arrive quand même à, des moutures qui sont intéressantes et du moins qui sont parlantes, bien que l'on ait pu avoir des parcours dans lesquels on a alterné des métiers a priori complètement différents. Alors peut-être effectivement sur les conditions de travail et puis les actes métiers même, mais si on les regarde en termes de compétences, finalement, cette variété peut-être s'estompe un peu plus.
Dans les compétences, effectivement, le bloc, la rubrique qu'on va appeler compétences, qui peut se présenter de façon différente. C'est-à-dire que nous, là, dans la présentation graphique, voilà, on a mis ça comme ça. Pour les personnes que j'accompagnais, ça pouvait prendre la forme d'un bloc sur, effectivement, la longueur, mais aussi ça pouvait prendre la forme d'un bloc à la verticale. La représentation graphique, il faut aussi que faut que vous puissiez être à l'aise avec et qu'elle soit vraiment appuyée sur le discours que vous pourriez avoir avec un interlocuteur. Donc là, il ne faut pas hésiter à tester des tas de choses. Une fois que vous avez un petit peu votre fond, ce que vous voulez mettre dedans, et c'est des fois ce qui est le plus compliqué, on peut jouer assez facilement quand même avec comment on positionne les choses, on fait des tests, on va aussi chercher des tiers qui vont nous donner leur point de vue. Non, ça, c'est absolument pas lisible. Ah oui, ça me semble un peu mieux. Ça, non, on voit pas du tout où je peux en venir. Bon, voilà. Donc, ce qu'on avait pu faire, nous, à chaque fois pour ces personnes-là, c'était effectivement un bloc où on avait été chercher des compétences que l'on pouvait illustrer par des exemples concrets tirés de l'expérience, qui étaient effectivement des exemples tirés d'un métier donné, par exemple, je ne sais pas, boulanger, donc il va y avoir peut-être tout le lien avec les fournisseurs pour les farines, ainsi de suite, mais il peut y avoir quand même une partie relationnelle, clientèle, ainsi de suite. Donc, si je reprends notre idée d'aller vers peut-être des postes d'assistanat, bon, il va falloir être à l'interface avec des ressources variées. Donc, très clairement, le relationnel qu'on a pu avoir avec les clients, là, c'est intéressant. Donc, dans les compétences, on s'était dit, allez, on en choisit 3-4 qui sont vraiment centrales, le relationnel. Et puis, hop, dans les expériences, plutôt que d'être sur une liste effectivement des expériences avec le lieu dans lequel le poste qu'on a eu, le lieu dans lequel on a travaillé, là aussi on essayait de s'appuyer sur la compétence et on venait l'illustrer d'un exemple concret. Donc boulanger, réaliser l'accueil client, être à l'interface avec les fournisseurs ou voilà assurer les relations avec les fournisseurs. Admettons, entre-temps, qu'est-ce que j'avais dit, la personne était passée par quel type de poste? Ah oui, l'immobilier, bon, j'ai choisi quand même des choses un peu dans le même sens, mais pareil, le lien avec les clients, peut-être la nécessité de travailler avec d'autres agents immobiliers, voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils de clients, ainsi de suite. Donc, on retrouve cette idée d'interface. Vous allez venir mettre vos différents exemples. Ça va venir nourrir la partie expérience. Puis après, les autres rubriques, là, on conserve effectivement les formations, les langues, ainsi de suite. Et vous voyez, ça vous permet, en mixant les deux, quand même, qu'un recruteur se dise, bon, a priori, comme ça, les compétences que je recherche dans l'assistanat, il faut des gens réactifs, qui touchent un peu à tout, qui sont polyvalents, qui ont un excellent relationnel, qui ont un bon sens de l'organisation. La personne, boulangerie-pâtisserie, oui, quand même de l'organisation, il en faut, avec un peu de bol. C'est en indépendant, donc on sait qu'on est chef d'orchestre. Donc polyvalence, ah oui, ça fait sens. En plus, les exemples qu'il a utilisés le prouvent bien. Là, il faut être organisé. Polyvalent, il faut être polyvalent. Vous voyez, c'est un petit peu ce mécanisme qu'il faut avoir. On va aller choisir des compétences utiles, au métier que l'on vise ou qui font sens par rapport à la structure vers laquelle on s'oriente. Et on va aller creuser. Et c'est ce travail-là que l'on vous encourage réellement à faire avec votre CEP. On va aller creuser dans vos expériences. OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller piocher pour illustrer ça ensuite de manière concrète. Voilà, Sandrine, je pense que ça illustre bien, sauf si tu souhaites compléter. Non, c'est très bien, Aurélie, je te laisse passer à la suite. Donc, du coup, on vous propose ensuite d'évoquer les différentes rubriques. Les rubriques, voilà. Donc, les rubriques, on va vous les lister là de manière assez rapide, puisqu'on va les reprendre une par une pour aller plus en détail dans chacune des rubriques. Donc, après, vous les agencez comme vous voulez. Il n'y a pas de règle, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il faut vraiment, vous y mettez aussi vos envies, votre façon de faire, etc. Donc, déjà un en tête, hein, on va vous expliquer ce qu'on peut y mettre dedans. Une partie compétences et qualité, une partie expérience professionnelle, une partie formation, qu'elle soit initiale ou continue, pareil, on va vous détailler tout ça. Et une partie un peu autre, il ne faut pas que ce soit un fourre-tout pour autant, attention, hein, mais c'est autre ou divers où vous pouvez retrouver tout ce qui a trait à vos centres d'intérêt ou des activités que vous pouvez exercer de façon extra-professionnelle, tout ce qui est lié
une pratique de langue, de l'outil informatique, ou aussi des références. Hein, c'est très important, ça très intéressant, ça se fait de plus en plus, c'est très apprécié de noter des références à un employeur avec qui vous avez travaillé. Voilà, ça peut dénoter un petit peu des choses, faire la différence. Voilà un petit peu pour les rubriques qu'on va aborder de façon plus détaillée dans les slides suivantes. Donc, du coup, je vous propose d'attaquer donc avec l'entête. Donc, si beaucoup d'éléments que l'on peut avoir dans l'entête vont être vraiment à votre discrétion, il y en a quand même certains sur lesquels on ne peut pas faire impasse, à savoir notamment votre nom, votre prénom, vos coordonnées, bien que rien que sur les coordonnées déjà, il puisse y avoir quelques petits points de vigilance sur lesquels vous alertez. L'adresse postale, en fonction du lieu dans lequel vous allez rechercher un poste, vous ne vous rendez pas forcément service en précisant votre adresse postale. Pourquoi? Parce que si, je ne sais pas, aujourd'hui vous habitez en Nouvelle-Aquitaine et que vous souhaitez postuler sur Paris, a priori, même si la LGV, elle n'est pas disponible partout en Nouvelle-Aquitaine, mais a priori, le recruteur va se poser la question de la mobilité et puis elle va être dans quelle temporalité, et on n'a jamais la certitude aussi qu'un déménagement se passe bien, même si un candidat nous garantit que tout est organisé, prévu, ainsi de suite. Bon, ça peut représenter un risque. Donc là, voilà, l'adresse postale, il faut bien peser le pour et le contre. N'hésitez pas là aussi peut-être à échanger avec votre conseiller en évolution professionnelle. Ça peut être difficile de prendre ce genre de décision tout seul, donc c'est bien d'avoir des regards extérieurs aussi. Après, voilà, de toute façon, quel que soit le choix qu'on fait, on sait que certains recruteurs, à ce moment-là, vous passez un coup de fil, s'ils ne voient pas d'adresse en vous disant quelle est la situation. Sauf que là, le contact, il est déjà établi. Donc, ça peut être plus évident d'expliquer voilà dans quel contexte je suis, ainsi de suite, voilà où j'en suis de mon projet de mobilité, que si d'entrée, effectivement, vous mettez une adresse qui et suscite son questionnement, mais il va peut-être pas prendre le temps de vous appeler. L'idée, c'est toujours d'essayer d'attraper un contact et ensuite de pouvoir dérouler la pelote. Donc ça, c'était sur l'adresse postale. L'adresse email, qu'est-ce qu'on peut dire? Attention aux originalités sur les adresses email. Vous ne rendez pas toujours service en ayant des adresses email un petit peu originales ou trop personnalisées. Donc, être neutre, c'est bien. Nom, prénom, on rajoute un chiffre ou un nombre si son nom ou son prénom est fortement commun. Donc voilà. Le téléphone, alors là, ce que l'on vous encourage, c'est d'être vigilant avec votre annonce de messagerie, parce qu'aussi on peut laisser libre cours à sa créativité, et des fois, bon, voilà, c'est pas forcément très adapté pour une démarche effectivement d'insertion professionnelle, de candidature. Donc encore une fois, un message le plus neutre possible. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça non plus, paramétrer une messagerie un peu, vous choisissez simplement à ce moment-là l'option vous avez nom prénom proposé par votre opérateur de téléphonique, et c'est très bien aussi. Voilà. Mais donc vigilance. Concernant l'URL, de plus en plus de personnes créent des profils sur les réseaux sociaux professionnels. Ça peut être intéressant effectivement d'indiquer l'URL pour inviter finalement l'interlocuteur à peut-être aller visiter votre profil et notamment voir quel type d'éléments vous pouvez partager sur ce profil. Si vous êtes particulièrement actif, que vous relayez des éléments d'actualité, que vous participez à différents groupes, ainsi de suite, ça montre qu'effectivement vous investissez réellement dans votre parcours au-delà peut-être simplement de votre poste. Certains recruteurs vont chercher ça, ou du moins si vous êtes, peut-être sur une phase plutôt de développement de réseau aussi, ça peut être intéressant pour une personne que vous contactez, bon là par le biais du CV, mais de se dire mais tiens finalement aussi je me rends compte que la personne a un profil sur tel réseau social professionnel, j'insiste bien là-dessus. A priori, tout ce qui va avoir trait à Facebook, Twitter, ainsi de suite, ça va pas forcément avoir sa place, sauf encore une fois si votre compte Twitter, c'est vraiment un compte à usage professionnel. Puisque tous les éléments que vous aurez partagés là pourront a priori être vus, ou ont vocation à être vus si vous partagez votre URL. Donc, encore une fois, vigilance, faites bien le tri. Il faut que ça soit vraiment pertinent là avec votre démarche. La photo. Alors, la photo, effectivement, c'est un choix. Parfois,
peut être demandé, parfois pas. Donc, c'est vraiment vous qui devez voir. Seulement, si vous décidez de mettre une photo, encore une fois, il faut qu'elle soit la plus adaptée possible à un contexte professionnel. Donc, on évite les photos de vacances, même si vous avez fait un gros effort de cadrage, ainsi de suite. Il y a une vraie différence entre une photo, une posture prise en contexte professionnel et en contexte de vacances. Attention à la qualité de la photo aussi, parce que finalement, si la qualité est pas très bonne, bon, voilà, c'est l'effet est peut-être pas celui recherché non plus. Voilà. La mobilité, effectivement, il peut être recommandé d'indiquer si on est mobile ou pas, à ce moment-là, sur quel périmètre, peut-être indiquer qu'on a le permis, voir un véhicule. Alors, pour indiquer effectivement qu'on a un véhicule, la mention qu'on trouve souvent, c'est véhiculé. Là, encore une fois, si vous le mettez, c'est parce qu'il y a un besoin. N'allez pas mettre que vous êtes mobile, mobilité et territoire national, si en fait, a priori, votre poste implique de rester au même endroit. Enfin, vous visez un poste où vous allez être basé au même endroit toute la journée. Voilà, donc faut vraiment que ça soit pertinent. Et par contre, si vous le mettez, donc admettons vous visez un poste qui implique une mobilité, vous indiquez votre mobilité. Faut que ce soit certain, hein. C'est-à-dire qu'arriver en entretien, si on me dit bon bah alors voilà, vous avez indiqué que vous étiez mobile, je sais pas, à l'échelle européenne, c'est bien le cas. Ah oui, mais non, alors en fait, ça pourrait être plus compliqué. Bon, voilà, parce que là, encore une fois, les faits pourraient être un petit peu comment dire, décalés à ce que vous souhaiteriez. Donc voilà, faut être le plus, je crois, honnête et sincère possible quand même avec le CV. Délai de disponibilité. Alors là, voilà, c'est un petit peu comme l'adresse. Il y a des fois, ça peut ne pas nous aider de l'indiquer, même si effectivement, c'est faire preuve d'honnêteté aussi. Encore une fois, même si la majorité des recruteurs vont vous dire on vous voulait pour hier, et que vous avez effectivement un préavis qui soit d'1 mois, 3 mois, ou parfois peut-être même plus, en fonction de certaines clauses. Il faut vraiment réfléchir, encore une fois. Si vous le mettez, ça peut amener un recruteur à écarter immédiatement votre candidature, alors qu'en fait, après avoir échangé avec vous, il se serait dit, bon, je préfère attendre peut-être 3 mois, mais par contre, là, j'ai la perle, donc ça vaut le coup d'attendre. Là où effectivement, si bon, ben, vous écarte de suite, peut-être vous perdez cette opportunité-là. Donc, moi, je dirais ça dépend vraiment du contexte. Si effectivement, vous voyez que vous pouvez tout à fait poser votre préavis et être dans les clous par rapport à la date d'intégration annoncée sur l'offre, bon, ben à ce moment-là, mentionnez-le, mais n'oubliez pas quand même que entre le moment où vous candidatez et le moment où vous serez intégré, ben, les entretiens doivent être organisés. Aujourd'hui, il est rare de candidater, d'être convoqué dans les 24 heures qui suivent, si tant est qu'il y ait 2 ou 3 entretiens. Enfin, voilà, ça dépend aussi des cursus, des processus de recrutement dans lesquels vous vous inscrivez potentiellement. Donc, cette histoire de date, elle est à bien peser. Date de naissance ou âge. Alors encore une fois, c'est un choix. Je dirais que autant il y a des recruteurs bienveillants, bon, qui vont se dire voilà la personne l'a mentionné, mais elles vont passer dessus parce que voilà ça n'a absolument aucune importance pour eux. Autant il y en a peut-être d'autres, bah, si vous le mentionnez, qui vont y aller. Bah écoutez, voilà, vous mentionnez votre âge, une 50aine d'années. Nous, on vous a dit qu'on cherchait un profil dynamique. Excusez-nous, mais 50 ans, on se dit que peut-être vous n'êtes plus tout à fait dynamique. Donc là, à ce moment-là, il faut y être préparé, ou plutôt dire, ben non, écoutez, voilà, moi j'ai précisé mon âge, parce qu'effectivement, on peut se dire aussi qu'il y a une 50aine d'années. Si on a eu des enfants, ils sont quand même suffisamment grands, donc ça vous montre une certaine disponibilité. A contrario, si on met une 30aine d'années, dites donc, vous êtes en âge d'avoir peut-être des enfants, ou alors vous en avez déjà eu, oui, mais peut-être qu'aussi, voilà, le dynamisme, effectivement, il n'est pas le même, ou alors, voilà, on va peut-être avoir une expérience aussi différente, un rapport au travail différent. Donc, bon, voilà, encore une fois, à voir, mais il faut que vous soyez préparés sur, voilà, comment on pourrait ensuite vous en parler dans le cadre de l'entretien, et donc comment vous seriez à même de pouvoir rebondir en fonction de ce qu'on vous dirait. Et c'est la même chose pour la situation. Alors, il me manquait, oui, avant on avait mis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Même topo. Alors, il n'y a pas d'obligation d'informer l'employeur sur le bénéfice d'une reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap. Souvent, c'est ce qui est pensé. C'est faux.
si votre situation de handicap n'a a priori pas de répercussions sur votre situation de travail, qu'elle ne va pas engager d'aménagement, de mise en place de compensation, tout ça, a priori, ou que peut-être les traitements dont vous bénéficiez en lien avec votre situation de handicap sont compatibles avec le poste, parce que des fois, il y a la prise de certains anxiolytiques qui sont pas compatibles avec certains postes. Bon, là, effectivement, ça peut peut-être valoir le coup d'informer votre employeur sans rentrer dans le détail de quel traitement vous prenez et dire voilà, j'ai effectivement une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le poste que je vise demande de respecter une certaine réglementation, échanger autour de cette réglementation pour vous-même juger, peut-être avec l'éclairage de votre médecin, est-ce que c'est compatible ou pas. Mais l'idée, c'est absolument pas de toute façon de rentrer dans le détail parce que voilà, ça relève du secret médical. Et de la même façon que si vous le mentionnez, alors ça peut intéresser l'employeur parce que fonction de l'effectif de l'entreprise, ça lui permet de réduire sa contribution puisqu'il y a une obligation d'emploi à l'égard des personnes en situation de handicap. Et si les employeurs n'atteignent pas cette obligation, alors ils doivent verser une contribution. Donc, si vous avez, vous, une reconnaissance, voilà, ça peut être intéressant. Reste que, encore une fois, c'est uniquement si ça a besoin de donner lieu à des aménagements. Sinon, ben voilà, on peut peut-être vous demander comment c'est arrivé, ainsi de suite, et ça peut vous mettre dans une situation indélicate au moment de l'entretien ou plus tard dans votre vie professionnelle. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter peut-être à vraiment aborder ce sujet avec votre CEP pour voir qu'est-ce qui serait le plus adapté pour vous. Situation de famille, donc on revient un petit peu en lien avec l'âge, bon, mais encore une fois, voilà, ça dépend. Certaines personnes sont peut-être rassurées de mettre leur situation de famille parce qu'au moins, bon, ben, si effectivement le fait d'avoir des enfants, c'est ce qui revient, alors c'est l'exemple que je prends, hein, peut être considéré comme une contrainte, bon, mais on ne les inscrit pas dans un processus de recrutement si d'ores et déjà on sait que ça peut être problématique pour le recruteur potentiel. Bon, voilà, donc les personnes sont rassurées à le mettre. Après, encore une fois, la majorité des recruteurs restent bienveillants. Hein, donc voilà, là on parle quand même des cas de figure qui ont pu être les plus problématiques. Le titre, alors effectivement dans la partie donc en tête sur le haut du CV, en titre on va pouvoir voir CV, vous allez pouvoir utiliser votre nom prénom. C'est pas tellement l'idée. Nous, ce que l'on aurait tendance à vous recommander, c'est plutôt d'avoir un titre mais qui reflète le poste que vous recherchez. Donc, si vous souhaitez partir, ben voilà, vers un métier d'assistant administratif, d'assistant de direction, ben à ce moment-là, on partirait vers assistant, assistante de direction, voilà, ou administrative. Si vous êtes en reconversion, que vous ne savez pas trop, à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme reconversion vers le secteur 2 ou vous voyez à ce moment-là quelque chose d'un peu plus général, hein, qu'un intitulé de métier plus précis, mais en tout cas, évitez peut-être votre nom, prénom, parce que bon, on ne sait pas trop où on va, et puis CV, quand on voit le document quand même si vous le personnalisez un peu, on va bien comprendre que c'est un CV a priori. Donc, il faut optimiser et être le plus efficace possible. Donc, d'entrée, on donne une information, voilà ce que je rechercherai. Et puis enfin, ce qu'on voit de plus en plus sous ce fameux titre, c'est une accroche, ce qu'on appelle un pitch, où là, on va reprendre les traits saillants, on va dire, du profil en lien avec le poste visé et un peu les ambitions professionnelles. Voilà. Donc, j'ai été un peu longue sur cette rubrique, mais il y avait pas mal d'éléments. On va essayer d'avancer un petit peu plus après. Alors, la partie compétences et qualités. Alors, il ne faut surtout pas oublier que quel est l'objectif de votre CV? C'est d'expliquer à un employeur potentiel quel est votre savoir-faire. Ce n'est pas juste lister des expériences que vous avez pu avoir. Ça n'a pas d'intérêt, peu importe que vous ayez travaillé là ou là. Enfin, ça peut avoir d'intérêt, mais ce qui prime d'abord, c'est quel est votre savoir-faire. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, vos compétences, on peut les entendre au sens large, que ce soit les compétences professionnelles, donc acquises dans le cadre du travail, mais peut-être qu'en parallèle, vous avez des activités extra-professionnelles, peut-être que vous êtes président d'une association ou, je ne sais pas, grand amateur d'arts martiaux, j'en sais rien, peu importe, mais ça peut être aussi des compétences que vous avez développées en dehors de l'emploi et qui peuvent être importantes par rapport à un futur poste. Donc vraiment, il faut prendre le temps de faire le point, de lister l'ensemble de vos savoir-faire, de façon, tout ce que vous avez acquis dans le monde du travail et en dehors, si c'est le cas.
Voilà, donc je vous parlais de savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est un peu tout ce que vous allez décliner dans vos compétences. Alors, pour vous donner des exemples, je dirais que si on part toujours de l'exemple de l'assistante de direction, la secrétaire, on va dire que dans ses savoirs, elle sait utiliser l'outil informatique, par exemple. Dans ses savoir-faire, elle sait rédiger des courriers, organiser des réunions, faire un compte-rendu. Et dans son savoir-être, peut-être c'est quelqu'un qui sera organisé, autonome. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de les identifier, ces compétences. Alors, comment? Déjà, comme le disait en tout début de webinaire Aurélie, un CV, c'est un outil qu'il est bien d'avoir toujours sous la main et de le mettre de manière régulière à jour. Parce que si vous laissez distancier par rapport à une expérience lointaine, qui peut avoir la valeur demain par rapport à un poste, peut-être que vous ne saurez plus précisément ce que vous avez fait, les compétences que vous avez développées, les missions qui vous ont été données. Donc, idéalement, pour ne pas se retrouver à passer des heures à créer un CV alors que vous en avez besoin de manière rapide, c'est pas mal de pouvoir se le mettre à jour régulièrement. Alors, comment faire? Déjà, vous pouvez vous remémorer, vous remettre dans le contexte professionnel où vous étiez, prendre le temps de lister, un peu comme vous le feriez dans le cadre d'un bilan de compétences, prendre le temps de lister chaque jour, chaque semaine, chaque mois, parce qu'il peut y avoir des récurrences dans vos compétences, les choses que vous avez pu être amené à faire, à travailler, à développer. Et derrière, vous allez pouvoir les classer par thématique. Donc, en effet, se replonger dans ces expériences. Ça peut être s'appuyer sur vos fiches de poste, si vous en avez eu. Parce que là, pour le coup, vous allez pouvoir reprendre des éléments, des formulations, ça peut être plus simple. Vous pouvez avoir recours également à ce qu'on appelle les fiches métiers, les fiches ROM de Pôle emploi, qui sont très bien faites et justement qui déclinent les compétences en termes de savoir et savoir-faire. Alors, l'idée, c'est pas de faire un copier-coller d'une fiche de compétences ou d'une fiche métier. L'idée, c'est de vous approprier ce qui est décrit, mais voilà, peut-être reprendre un vocabulaire. C'est pas toujours simple de mettre en mots ces compétences. On n'a pas toujours les mots qui vont bien. Vous avez l'Emploi Store aussi de Pôle emploi qui vous permet, qui propose pas mal d'outils, que ce soit en termes de libellé de compétences, mais de CV, de lettres, enfin plein de choses. On vous en reparlera en fin de webinaire. Vos référentiels de diplôme ou de certification qui détaillent par bloc de compétences tout ce que vous êtes censé avoir appris ou apprendre. Et puis, Aurélie parlait également des services publics régionaux d'orientation qui proposent des ateliers pour recenser tout ça, lister tout ça. Nous, en région Nouvelle-Aquitaine, on a une structure qui s'appelle Cap Métier, par exemple, mais ces structures existent dans chacune des régions. Comment les retranscrire? Alors, déjà, on vous l'a dit, redit, très attention à l'orthographe, c'est important. S'il y a des coquilles, tout de suite, ça fait un peu désordre et pas très pro. Et surtout, peut-être, utiliser surtout des verbes d'action parce que ça va donner plus de dynamisme à votre CV. Voilà un petit peu, on vous a épargné la description précise d'une compétence. Voilà, on a préféré faire l'impasse là-dessus. Voilà, Aurélie, je te passe la main si tu veux rajouter des choses peut-être par rapport aux compétences. Non, juste peut-être sur la façon de les retranscrire. Par contre, il faut bien choisir votre camp. Il faut éviter d'alterner quand on dit verbe d'action ou action. Si vous démarrez avec des verbes d'action, essayez d'être dans la cohérence et de conserver un descriptif en utilisant des verbes d'action à chaque fois et éviter d'alterner, voilà, peut-être mettre en œuvre un suivi client, accueil, et gestion, clientèle ou gestion. Non, c'est à ce moment-là. Gérer, voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette cohérence, y compris dans la lecture, c'était peut-être juste ça. Alors moi, je vous propose de poursuivre avec donc la rubrique qui serait dédiée aux expériences, alors à l'expérience professionnelle au sens large, aux expériences professionnelles. L'idée, c'est encore une fois de valoriser des expériences en lien avec les attentes, donc fonction de votre contexte. Si vous répondez à une offre, en lien avec cette offre. Si vous êtes plutôt dans une démarche de prospection, que vous cherchez à développer votre réseau, vous allez plutôt valoriser des expériences ou des
exemples issus de votre expérience, des missions issues de votre expérience, mais qui vont bien aller dans le sens de la démarche que vous êtes en train de conduire, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez envie d'inviter l'interlocuteur qui va recevoir votre CV à se dire ah oui, ça c'est intéressant qu'on en parle davantage, qu'on approfondisse, ça m'intéresse, ça colle à ce que je recherche, ou ça peut être un prochain partenaire de travail, ou du moins ah oui, je trouverais intéressant d'échanger, d'apporter mon conseil à cette personne parce que là où elle en est dans son parcours, oui, ça fait vraiment sens. Donc voilà, il va vraiment falloir faire ce tri après avoir fait un petit peu ce descriptif exhaustif, même travail que le bilan de compétences. Maintenant, c'est se dire lesquels on garde en fonction de la situation. Donc oui, choisir une formulation exactement comme pour les compétences à partir de verbes d'action et d'action. Une fois que vous avez choisi votre camp, vous restez dans votre camp, hein, vous alternez pas. Être précis dans le choix des mots, et moi ce que j'aime bien dire, c'est essayer de diversifier le champ lexical. Il y a X façons de dire le mot gérer ou gestion, donc essayer d'alterner de la même façon que coordonner ou voilà. Votre meilleur ami pour ça, c'est le dictionnaire des synonymes. Je pense que je dois être la dernière personne en France à encore avoir le dictionnaire à côté de moi, mais réellement, quand on fait cet exercice, il y a aussi la version numérique, mais je vous encourage réellement à utiliser ça parce que ça va aussi participer de vous permettre de vous différencier d'une autre personne qui aura utilisé en permanence le même champ lexical. Peut-être que la différence tiendra à ça. Bon, mais voilà, vous aurez fait cet effort. Et puis en plus, votre discours sera un peu moins monotone aussi après quand vous serez à l'oral. Donc, tentez de diversifier un maximum. Soyez factuel et concret. La meilleure façon pour un recruteur de s'assurer que ce que vous êtes en train de dire, c'est réel, que c'est quand vous l'illustrez d'un exemple concret que vous êtes capable de l'expliquer. Si on vous demande souvent on va vous dire donnez-moi l'exemple de 2 ou 3 situations dans lesquelles vous avez dû faire preuve d'initiative. Mais et ça, c'est dans le cadre de l'entretien, mais il faut absolument appliquer cette façon de penser, si j'ose dire, même quand on est dans l'exercice du CV, c'est-à-dire que les compétences, vous avez dit, je sais faire preuve d'initiative, très bien, on arrive dans le bloc expérience, donnez-moi des exemples de fois où vous avez dû faire preuve de proposition, être force de proposition. Là, il faut absolument que les exemples viennent illustrer cette compétence que vous aurez mentionnée en haut. Voilà. Intégrer des données chiffrées. Pourquoi? Parce que ça participe de rendre les choses effectivement factuelles et concrètes. Alors là, ça va vraiment dépendre des contextes, mais quand on est sur des postes peut-être d'encadrement où on gère des budgets, ainsi de suite, on va devoir mettre des budgets. Il y a de plus en plus d'objectifs qui sont posés, notamment dans la vente, par exemple, les postes de commerciaux. Bon, mais là, voilà, on peut afficher ces objectifs. Ça peut être intéressant d'indiquer un périmètre managérial, en plus avec le type de lien, parce qu'on est plus dans du hiérarchique, du fonctionnel, et le périmètre géographique aussi, parce que ça permet de vraiment se représenter le contexte dans lequel évoluait la personne. Alors, on a une dernière petite annotation, reconversion, des expériences a priori sans lien avec le nouveau métier, mobiliser les compétences dites transférables et transversales. Effectivement, même si en termes d'actes métiers purs et durs, il n'y a a priori aucun lien entre 2 métiers que vous aurez exercés dans votre parcours, quand on s'attache plutôt à la question de la compétence, qu'on les regarde comme ça, là, on va trouver des points communs, et c'est sur ces points communs qu'on va venir s'appuyer pour un petit peu dérouler un fil conducteur et montrer un peu une cohérence. Tout ce travail-là, quelque part, c'est vraiment un travail que vous devez mener qu'on vous recommande de mener, avec votre conseiller en évolution professionnelle, parce que c'est peut-être pas évident de prime abord, même si vous appuyez sur les outils qu'on a mentionnés. Il faut peut-être qu'on vous donne des exemples concrets pour que vous puissiez vous saisir de la démarche. Après, ça viendra tout seul. Mais l'idée, c'est vraiment ça, que vous ayez été aide-soignant, pompier, commercial et responsable d'une équipe en grande distribution. Il y a des points communs à tout ça, des compétences donc que vous allez pouvoir transférer ou transposer d'un métier à un autre. Voilà.
Alors ça, je crois que c'est toi encore, Aurélie, qui devait Ah, pardon, mince. présenter. Du coup, ah oui, 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 oui. Alors, c'était dans le sens de se dire, excusez-nous pour cette petite erreur de direct. Donc, oui, il y a deux possibilités, effectivement, de présenter l'expérience de manière chronologique ou antichronologique. Et des fois, ce qui peut vous faire hic, c'est, ouais, j'ai eu une interruption, une rupture dans mon parcours professionnel, auquel cas, comment je fais si je ne veux pas que le recruteur, voilà, justement, aille sur ce moment-là qui peut être plus ou moins délicat à évoquer. Des personnes vont avoir eu des périodes d'incarcération, d'autres personnes vont avoir eu des accidents de vie, des problématiques de santé qui vont faire qu'elles ont dû interrompre effectivement leur activité. Ça peut aussi simplement être parce qu'on a eu ses enfants, ainsi de suite. Bon, quoi qu'il en soit, je crois que pour ce qui va être de la partie orale de l'entretien, il faut que vous puissiez le préparer en amont et mettre en avant ce que vous avez retiré, ce que ça vous a apporté cette période-là, parce qu'on retire toujours quelque chose, aussi douloureux que ça ait pu être, pour la suite du parcours professionnel. Donc pour l'oral, c'est plutôt axé dans ce sens-là. Et pour contourner un petit peu, si j'ose dire, cette problématique à l'écrit, qu'on se dise pas, alors là, on se demande bien ce qu'il est parti faire, peut-être un congé sabbatique, on ne sait pas où, voilà. Bon, il y a effectivement des mises en, enfin, des mises en forme possibles, des mises en page possibles. Ce qu'on a pu faire avec des personnes que j'accompagnais, c'est effectivement introduire une frise chronologique sous le bloc compétences. Ah, attendez, alors j'ai un commentaire qui sort, donc je pense que c'est intéressant que j'y réponde de suite. Je vois, chercher à cacher un trou dans le CV, ce n'est pas une bonne idée. Le recruteur que je suis apprécie la transparence et comme vous l'avez dit, le trou sera valorisé pendant l'entretien. Alors, c'est pas caché, mais c'est peut-être éviter que le recruteur mette immédiatement de côté la candidature en se disant je ne sais pas trop ce qui s'est passé ou du moins ça fait pas sens pour moi à la première lecture et j'ai pas de temps à perdre à creuser davantage. Donc pour autant on peut avoir un CV complètement cohérent et complètement honnête parce que ça c'est la priorité. En intégrant une frise chronologique, c'est seulement que ça va peut-être moins sauter visuellement aux yeux du recruteur qui a pu avoir une interruption de parcours. Et puis après tout, ça n'a pas forcément sens de l'adresser aussi, c'est cette rupture de parcours. Ce qui est important des fois, c'est le nombre d'années d'expérience. Donc là, dans le modèle que je mettais, effectivement, on avait introduit la frise où la personne retrouvait les dates parce que c'était important pour elle. Donc si le recruteur veut regarder, il peut complètement voir effectivement qu'il y a une rupture de parcours. Par contre, en 30 secondes, il va surtout s'attacher au nombre d'années d'expérience qui sont mentionnées sur le côté gauche et immédiatement à l'expérience associée à ces années d'expérience. Et c'est peut-être ça qui fait le plus sens. Après, s'il souhaite, il peut s'attacher à la frise, à voir il y a une rupture et l'évoquer en entretien. Mais en priorité, ce qu'on l'invite à retenir, c'est effectivement, j'ai tant d'années d'expérience, voilà ce que j'ai fait pendant ces années-là. C'est bon, validé par le recruteur qui participe au webinaire. Donc, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là pour éviter d'être écarté immédiatement alors que la candidature peut faire absolument sens. Mais c'est certain, c'est intéressant d'évoquer, quand on est avec des recruteurs bienveillants, qu'est-ce qui a pu se passer et ensuite immédiatement plutôt ce qu'on en a retiré. Cette fois-ci, je te donne la main. Oui, alors, la partie formation. Donc, la formation, elle regroupe à la fois la formation qu'on appelle initiale, donc la formation que vous avez pu faire dans le cadre de votre scolarité, jusqu'à l'université par exemple, et la formation continue, donc la formation que vous avez pu suivre une fois que vous êtes entré dans la vie active. Voilà. Donc là, toujours pareil, l'objectif, c'est pas non plus de lister tout un catalogue des formations que vous avez suivies ou des diplômes que vous avez obtenus en remontant jusqu'au brevet des collèges, par exemple. L'idée, c'est toujours de cibler et d'adapter votre CV par rapport aux besoins liés au poste visé. Donc, n'hésitez pas à retenir que certaines formations et pas forcément à lister l'ensemble de ce que vous avez pu apprendre, le parcours entier que vous avez suivi.
il peut être intéressant si vous avez obtenu des mentions par rapport à des diplômes, hein, c'est quand même une plus-value, ou peut-être d'évoquer des projets qu'on vous aurait confiés, ou la thématique d'un mémoire, par exemple. Toujours pareil, si c'est en lien avec le poste visé, ben, ce n'est qu'une plus-value. Donc, toujours adapté. Et par contre, si vous êtes dans des métiers un peu spécifiques qui nécessitent d'avoir des habilitations, comme, je sais pas, en électricien, habilitation électrique, ou dans la logistique, des CACES, là, voilà, listez-les, puisque ça a une vraie plus-value, une vraie importance par rapport à un poste que vous auriez dans ce domaine-là. Les autres rubriques, tu veux que je les fasse, Aurélie, ou tu les fais? Oui, je reprends la main sur la dernière. Ouais. Ah oui, ça aussi. Alors, donc, c'est moi qui prends celle-ci. Très bien. Alors, vous allez dans la partie autre, hein, cette fameuse partie qui n'est pas censée être un fourre-tout, toujours pareil. Il faut vraiment que vous adaptiez ce que vous allez mettre dedans par rapport à l'objectif. Donc, si vous pratiquez une langue, ben, vous le précisez. Alors, attention, si vous savez juste dire quelques mots, ça n'a pas d'intérêt, parce que si au cours de l'entretien, on bascule l'échange en anglais, par exemple, et que vous avez un niveau assez bas, ça n'a pas de valeur. Notez les langues que si vous avez un réel niveau. En précisant le niveau, hein, vous avez des tests qui peuvent vous spécifier votre niveau. Donc ça, toujours pareil, ne le mettre que si ça a une réelle plus-value, de même que l'informatique. Alors de nos jours, c'est important d'avoir des connaissances dans ce domaine. Pareil, n'hésitez pas à lister tous les logiciels, les outils que vous connaissez, donc vous avez la pratique si vous êtes à l'aise dessus. Les centres d'intérêt, encore une fois, si vous êtes président ou comptable d'une association quelque part, vous avez forcément développé des compétences et pour le coup, ça, c'est une réelle plus-value que de les faire apparaître dans cette partie-là. D'accord ? Mais bon, dire, je sais pas, que vous allez au ciné si vous n'avez pas une culture très pointue du cinéma et que votre interlocuteur, lui, en a une et qui lance la conversation là-dessus, bon, si vous n'avez pas grand-chose à lui dire, ça va être compliqué et ça n'a vraiment aucun intérêt de lister ce genre d'informations. Et donc, les références, donc ça, c'est intéressant, ça se fait de plus en plus, oui, ça fait la différence. Si vous avez eu une expérience plutôt concluante et que vous savez que le responsable ou un chef serait à même de pouvoir évoquer cette expérience de façon plutôt positive, n'hésitez pas à mettre les coordonnées de cette personne. Alors, soit dans la partie rubrique autre, soit directement au niveau des expériences que vous avez pu réaliser. Vous pouvez mettre un téléphone, une adresse mail. Ça ne veut pas dire que le recruteur va aller appeler ou contacter la personne, mais ça peut avoir un côté rassurant que de le mentionner. Donc, n'hésitez pas, si vous avez moyen de mettre quelques références, allez-y, ce sera toujours une plus-value. Voilà pour moi, Aurélie. Peut-être juste pour compléter, parce que j'avais eu la situation avec une personne, donc on manquait un petit peu de place dans le CV. Donc, ce qu'on avait seulement indiqué tout en bas, c'était que les références étaient disponibles sur demande. Ça invitait, mais on ne pouvait pas intégrer les coordonnées ainsi de suite, mais ça montre quand même que si besoin, la tâche pouvait être prise avec des précédents employeurs. Et juste une dernière parenthèse sur les centres d'intérêt, lorsque vous indiquez peut-être une activité sportive à haut niveau, ça, on sait que ça peut demander une disponibilité particulière. Encore une fois, en fonction du poste auquel vous vous destinez ou du projet que vous avez, ça peut apparaître incompatible. A priori, tant qu'on ne vous connaît pas, on ne sait pas quelles sont vos capacités d'organisation et ainsi de suite. Ça peut faire peur, on peut se dire, oula, par rapport à l'investissement que j'attends professionnellement, une personne qui investit à haut niveau, ça peut coincer. Donc, autant ça peut être intéressant de le mettre, autant il y a des fois, ça peut jouer en votre défaveur. À voir, là aussi, vous cherchez avant tout à susciter, à créer le contact, qu'on se dise, allez, je prends la tâche parce que là, ça vaut le coup d'avoir un échange. Donc, vous pourrez tout à fait l'aborder dans le cadre de l'entretien derrière, voire peut-être à être plus mesuré dans le CV si ça pouvait d'une façon ou d'une autre, voilà, gêner la poursuite du processus. Et effectivement, donc une dernière diapo peut-être sur quel va être le regard que va porter le recruteur sur votre CV.
Donc c'est suite à des échanges qu'on a pu avoir avec différentes personnes que l'on accompagne et des recruteurs, sachant que les postures vont être à chaque fois différentes, fonction du secteur, fonction du type d'entreprise dans le secteur, un type de structure, un impact d'entreprise. Donc voilà. Mais ce qui est certain, c'est que tous les recruteurs vont s'attacher à la lisibilité de votre CV. La lisibilité, c'est quoi? C'est que les choses soient claires, qu'elles soient cohérentes, que les choix graphiques, soient adaptés. L'orthographe, ça effectivement, on l'a déjà répété, on va tous faire des coquilles. Peut-être que le mot d'ordre, c'est peut-être de ne pas hésiter à demander à un tiers, effectivement, qui relise votre CV, parce que vous l'aurez tellement vu et revu et revu et retravaillé que vous n'allez plus les voir forcément, les coquilles. Un œil neuf va peut-être immédiatement les voir. Ne pas hésiter à mobiliser votre CEP dans ce sens-là aussi. C'est vrai que des fois, on doit faire, les gens, on les rend un petit peu chèvres, mais parce qu'on dit, oui, il reste encore des coquilles, mais oui, mais il faut que ça soit réellement le plus parfait possible quand même pour faire la différence. La mise en page, on n'est pas tous à l'aise, effectivement, avec la suite Office, tout ce que ça va impliquer pour les puces, les tabulations, ainsi de suite. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'ateliers gratuits qui vont être organisés par différentes structures ou sinon par le biais de votre compte personnel de formation. Vous pouvez aussi, avec un peu des fonds que vous avez, à ce moment-là, vous prendre une formation, une petite remise à niveau, par exemple sur Word, pour bien savoir utiliser l'outil et pouvoir vous adapter votre CV, parce que vous allez pouvoir aller vous chercher des trames, on le mentionne un peu après, déjà existantes sur Internet, mais pour les mettre à votre patte, ça peut être une autre histoire. Donc là, vraiment, ça peut ne pas être un luxe que de se dire ça vaut l'investissement de prendre un ou deux modules pour bien manipuler Word et éviter des erreurs si vous cherchez demain à être, encore une fois, assistant de direction et que vous savez pas, par exemple, utiliser les tabulations. Déjà, on peut se dire, oups, quand la personne va devoir taper mes courriers, ça va être un peu rock'n'roll. Donc, bon, voilà. Les techniques, alors il y a beaucoup de techniques qui existent, mais peut-être aujourd'hui, de manière plus courante, oui, on sait qu'on met 30 secondes pour regarder un CV, une minute. Alors des fois le trait est poussé, mais effectivement, ça dépend du volume de candidatures que l'on a, en fonction du poste que l'on recherche. Mais ça peut tenir à ça, effectivement. Imaginez quand on reçoit 200, 300 candidatures pour un poste, il est bien entendu que le premier coup d'œil est déterminant. Donc là aussi, d'où cette idée de lisibilité. Ce qu'on voulait mentionner aussi, c'est que de plus en plus d'entreprises avaient recours à effectivement des logiciels qui scannaient les CV et fonction des mots-clés qui allaient être trouvés, alors les CV passaient sur une prochaine étape de sélection. Donc c'est pour ça aussi que dans la formulation des compétences et des expériences, on vous encourage un petit peu à ce travail de fourmi, de cousu main, qui est bien choisir les mots variés, adaptés à l'offre ou au vocabulaire utilisé dans le secteur que vous visez, ainsi de suite. Personnaliser et différencier en faisant appel à des exemples concrets qui ne vous concernent qu'à vous. C'est comme ça que vous arriverez à vous différencier. Voilà. Essayez effectivement d'avoir un graphisme qui va appuyer le fil conducteur de votre discours. C'est-à-dire quand vous allez parler de votre parcours, la fameuse question « parlez-moi de vous » ou « présentez-vous » ou voilà, en l'espace de 1 ou 2 minutes, quelque part, vous devez faire un point sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est qu'on retrouve cette logique en regardant votre CV quelque part. Ne serait-ce qu'avec l'accroche, le pitch dont on a parlé précédemment. Enfin, il doit montrer effectivement votre CV que vous avez compris là où vous allez. C'est pas grave s'il y a des petites incompréhensions sur peut-être les modalités d'organisation du poste que vous visez, mais globalement quand même, vous devez avoir une juste compréhension du poste visé, des enjeux qu'il implique et ainsi de suite. Et ça doit transparaître des compétences justement et des expériences que vous allez mettre en avant. Et enfin, mais bien entendu, donc si vous avez fait tout ça, a priori, les compétences requises que vous détiendrez ou votre potentiel ressortira. Voyez, sans forcément que vous ayez besoin, on se dira bon ben là quand même, ok, il ou elle a peut-être pas fait ça, mais on se rend compte que voilà, il y a une réflexion, il y a un vrai travail, donc allez, pourquoi pas, du moins oui, le potentiel est là. Voilà, donc pour clôturer un peu, parce qu'on est déjà hors délai sur ce webinaire, on vous a mis quelques ressources. Alors, vous avez plein de sites, plein de choses sur Internet que vous pouvez aller consulter. Il y a déjà en
milieu, votre conseiller CEP. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Il vous accompagnera vraiment dans ce travail qui est pas facile, hein, de prise de recul et d'analyse de ses compétences. On a souvent tendance à minimiser son savoir-faire, surtout quand on travaille depuis longtemps sur un même poste. On a l'impression que ce qu'on fait est à la portée de tout le monde. Et le fait de travailler là-dessus avec un regard externe d'une personne qui vous connaît un peu moins et qui apprend à vous connaître, dans le cadre du CEP, de prendre conscience que des compétences, vous en avez et qu'il faut vraiment les valoriser. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos CEP, hein, ils sont disponibles. Donc, consultez les différents webinaires parce que à un moment ou un autre, ils repartent sur les éléments de compétences et autres. Vous verrez, il y en a pas mal déjà qui traitent de ce sujet. On l'a déjà évoqué au cours du webinaire là. Les fiches métiers, fiches ROM de Pôle emploi qui sont vraiment très, très, très bien décrites et qui peuvent vous aider par rapport à ça. L'Emploi Store, qui est vraiment une mine d'infos et notamment le prochain webinaire va travailler à partir des outils de Pôle emploi. J'imagine qu'ils vont aller sur l'Emploi Store. Il y a de fortes chances, hein, lundi prochain. France Compétences, où vous pouvez trouver les référentiels des diplômes et des certifications. Voilà, après c'est un petit peu tout ce qu'on a pu vous dire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que votre CV déjà, premier visuel, il faut qu'il soit agréable, il faut qu'il soit aéré. Ne mettez pas des tonnes de couleurs, de typologies différentes. Soyez sobre et déjà la première impression va être importante. Donc voilà, ça a une uniformité dans la présentation et surtout, voilà, l'orthographe, très, très important. Aurélie, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses peut-être sur les ressources ou autres. Non, effectivement, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son CEP. J'ai eu un échange avec une personne la semaine dernière qui me disait, bah oui, du coup, c'est pas bon. En fait, c'est pas qu'il y ait des bons ou des mauvais CV, c'est qu'il y a un moment, il y a des codes pour réussir cet exercice et que si on vous les a pas transmis, ces codes, avec la meilleure des volontés, ça peut être compliqué, voilà, d'avoir un outil qui va vous paraître adapté à votre besoin. Donc voilà, il faut que vous vous rapprochiez de la personne qui a priori va pouvoir vous transmettre, vous expliquer ces codes-là pour qu'ensuite vous puissiez vous les approprier. Effectivement, ça peut être votre CEP. Et à la limite, même si ça colle pas avec votre CEP ou que lui, il n'est pas hyper à l'aise avec ça, par contre, il va avoir connaissance de ressources vers lesquelles il va pouvoir vous orienter. Ou du moins, voilà, on travaille tous en équipe, donc on sait qui est plus ou moins à l'aise avec telle ou telle problématique. Donc, il faut surtout pas hésiter à investir cet accompagnement réellement. Voilà, on reviendra avec vous effectivement sur les différentes ressources que nous on a pu mentionner. Du coup, je vois qu'il y a une question. Une question, ouais. Tu veux prendre la main, Sandrine? Oui. Alors, si on part du principe qu'un recruteur, il doit aller assez vite, c'est clair que le CV, c'est aussi être en capacité d'être suffisamment concis et d'adapter votre CV à l'offre ou à la candidature spontanée que vous voulez envoyer. Donc, c'est sûr que sur une page, c'est peut-être mieux. Pour autant, voilà, selon le parcours, parfois, ça peut nécessiter d'aller au-delà d'une page. Aurélie, tu veux peut-être compléter là-dessus? Selon la situation, vous savez, il y a eu un temps, on parle d'une époque révolue, donc il y a parfois des situations dans lesquelles on s'oriente plus vers ce qu'on appellerait, un passeport de compétences, où là, ça va être intéressant de peut-être présenter de manière exhaustive vos expériences. Alors, si vous êtes par exemple dans une démarche de prospection ou de recherche de PMSMP, de ces fameuses immersions, ou pour développer un réseau, parce que ça peut être intéressant là pour les interlocuteurs que vous allez rencontrer, d'avoir un peu plus de détails sur chacune de vos expériences. Vous les connaissez pas bien, donc vous savez pas encore trop quel détail de votre expérience ciblé dans votre CV. Donc là, vous pouvez vous autoriser peut-être 2 pages. La démarche n'est pas la même peut-être que quand on candidate à une offre où là, on va attendre un exercice. On va attendre de voir votre capacité de synthèse aussi et d'aller peut-être à l'essentiel. Donc, ça s'adapte. Mais pour répondre à une offre, effectivement, par rapport au temps, même si on a une cinquantaine d'années, un parcours avec des expériences très diversifiées, croyez-moi, ça peut tenir en une page. C'est un vrai travail. On n'est pas trop de 2 cerveaux, mais ça peut fonctionner. Donc,
c'est pas se dire effectivement, plus effectivement je vais avoir de l'expérience, plus je vais pouvoir me dire 2 pages, ça va être autorisé. Non, c'est pas tellement ça. La synthèse est attendue. Moi, je raisonnerais plutôt en me disant, bon, fonction de la situation, si là je suis juste dans le cadre d'un échange où je cherche à rencontrer des interlocuteurs pour justement appréhender les attentes dans tel ou tel secteur, c'est un peu compliqué là de faire ce premier tri. Donc allez, je suis encore sur 2 pages. Et puis après, petit à petit, là on applique le système de l'entonnoir. Voilà. Sandrine, Aurélie, je vous coupe. Il y a une question qui a été posée par Jérôme sur encouragez-vous les personnes que vous accompagnez à utiliser les outils web qui permettent de construire un CV? Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas? Enfin, tous les outils sont utilisables. Hein, Aurélie? Après, oui, moi je me dis, faut se garder une souplesse encore une fois, il faut qu'il soit adapté à votre situation. Il y a effectivement des trames, vous voyez, où comme en fait c'est des trames gratuites, les paramétrages font que vous pouvez pas, toutes les adaptations ne sont pas permises. Peut-être vigilance là-dessus, vous voyez, ou si vous voyez une trame qui vous plaît bien, à ce moment-là, vous la reproduisez sur un document vierge à la base. Voilà, mais ça serait peut-être juste ma vigilance. Des fois, les trames toutes faites, ça colle pas tout à fait à votre situation. Vous allez vouloir modifier une petite chose, vous pourrez pas. Mais sinon, c'est du moins les démarches. Si on reparle par exemple des outils disponibles sur l'Emploi Store, donc c'est MOOC en fait, c'est cours en ligne ou les démarches qui sont mises en avant et à suivre, elles sont hyper intéressantes. Et de toute façon, je crois qu'il ne faut pas s'enrichir d'un seul discours, mais pas hésiter à aller en consulter plusieurs pour se dire et non, ça effectivement. Parce que voilà, autant d'interlocuteurs parleront du CV, autant vous aurez de discours, de points de vue, de postures différentes. Donc après, c'est vraiment à vous de vous dire avec quoi je suis le plus à l'aise, puisque c'est vous qui allez devoir défendre votre outil à un moment donné. Oui, puis les outils-là, ça peut aider quand on n'est pas à l'aise avec Word, avec d'avoir, alors même si les trames ne sont pas toujours hyper adaptées, ça c'est clair, mais en tous les cas, d'être quand même en capacité de produire un CV alors qu'on n'a pas les compétences pour le faire seul. Donc, il y a des choses qui existent en ligne qui sont gratuites. Faut aller regarder ce qu'il y a. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, j'ai pas l'impression. Je ne crois pas, non. Donc, écoutez, on vous propose de clôturer. Donc, merci beaucoup à tous pour votre attention. Et puis, surtout, voilà, n'hésitez pas, je crois, pour aller plus loin, vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle au besoin. Voilà. Exactement. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.